Nathalie et à ses collègues pour l'accueil. Ça va, vous m'entendez au fond? Oui, ok, très bien. Pour moi, c'est un peu un retour aux sources parce qu'il y a quelques années, c'était plutôt au siècle dernier, j'étais à votre place, pas à votre place, il n'y a pas d'amphithéâtre, mais grosso modo, la structure de Syntex était à peu près la même. J'ai passé de très belles années, j'espère que vous y passez de très belles années aussi. Donc c'est pour un peu commémorer ce passé que je reviens là avec plaisir. Je reverrai un peu plus tard ceux qui font la préparation pour Sciences Po, je les verrai à 3 reprises un peu plus tard, mais là, pour l'ensemble ou certaines terminales, en tout cas pour vous, je vais faire un peu une conférence de lancement un peu de ce programme géopolitique, sachant qu'effectivement la géopolitique entre au lycée maintenant cette année en classe de première, l'an prochain en classe de terminale. Moi, quand j'étais au lycée, dans ce lycée-là, il y avait les cours d'anglais. Et les cours d'anglais, en fait, on prenait les cours d'anglais pour avoir la mène, parce qu'on savait que ça ne servait pas grand-chose l'anglais, parce qu'on n'allait pas en Angleterre, et bon. Et puis, donc, si on ne voulait pas devenir prof d'anglais, on ne s'occupait pas trop de l'anglais. Maintenant, aujourd'hui, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous êtes handicapé dans votre vie quotidienne, parce qu'il y a plein d'étrangers qui viennent à Paris, en France, et qui parlent anglais, ou dans votre vie personnelle, si vous vous déplacez à l'étranger. Si vous n'avez pas ce véhicule qui est l'anglais, même sans vouloir devenir professeur d'anglais, vous avez besoin de l'anglais. En fait, la géopolitique, c'est pareil. La géopolitique, c'est l'anglais du début du XXIe siècle, parce que si vous ne connaissez pas les fondements de la géopolitique, de la vie internationale, vous serez à peu près aussi perdu que si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Donc vous avez besoin de connaître le monde extérieur, pas seulement pour devenir professeur de géopolitique, mais ou chercheur en géopolitique, mais simplement pour vivre dans le monde qui est le vôtre. Et c'est donc une matière dont je me félicite, pas uniquement par corporatisme, qu'elle soit introduite au lycée cette année, et développer l'an prochain, parce qu'en fait c'est une matière qui a un impact sur votre vie, et aujourd'hui les événements qui se passent dans le monde extérieur, même s'ils peuvent paraître très lointains, ont des répercussions directes. S'il y a un conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, eh bien ça a des répercussions directes ici, et je pourrais multiplier les exemples. Donc je vais vous faire un peu une présentation générale de l'ordre dans lequel on vit. Quel est l'ordre international ? Quand on parle d'ordre, ça veut dire quelles sont les règles qui régissent et quels sont les rapports de force. D'ici environ 5 ou 6 semaines, on va célébrer le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, qui a été un événement extraordinaire, qui a été un événement qui a saisi tous ceux qui l'ont vécu. Et beaucoup disent, ben voilà, on est rentré dans un monde nouveau lors de la chute du mur de Berlin. C'est à la fois vrai et faux. Parce que, oui, on a changé de monde au cours de cette période, mais en même temps, c'est pas la chute du mur de Berlin qui a transformé le monde et qui a fait que le monde bipolaire qui a régi les relations internationales pendant une quarantaine d'années, au sortir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 80, ce n'est pas la chute du mur de Berlin qui a changé le monde, parce que ce n'est qu'une illustration, ce n'est qu'un symbole. Par ailleurs, comme vous le savez peut-être déjà, ou comme vous le saurez au cours de l'année, il a été construit en 1961. Or, la guerre froide était antérieure. Et si le mur de Berlin est tombé, c'est que l'ordre bipolaire était déjà largement effrité. Quelques semaines auparavant, un petit malin est-allemand qui aurait essayé de s'approcher du mur aurait tout simplement été descendu. Donc si on a pu abattre le mur, c'est que l'ordre bipolaire était déjà largement effrité, voire commençait à trembler. Et quand je dis cela, ça permet aussi de réfléchir un peu à la présentation médiatique des choses, parce que si vous allez dans la rue ou si vous discutez avec des camarades, beaucoup vont dire la chute du mur de Berlin signifie la fin du monde bipolaire. Parce qu'en fait, on veut toujours avoir un événement qui correspond à un processus. La fin du monde bipolaire, c'est un processus qui est long, qui s'est incarné sur plusieurs années. Le mur de Berlin est tombé en une journée, et par ailleurs, ce ne sont pas les manifestants est-allemands qui l'ont fait tomber. C'est la direction du Parti communiste est-allemand qui a décidé de l'ouvrir parce qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient plus contrôler le feu. Et donc, dans la présentation, on prend souvent un raccourci. Et les symboles sont importants à condition qu'ils ne défendent pas la réalité, à condition qu'il illustre réellement. Et là, dire par un raccourci à la fois audacieux et quelque peu falsificateur que c'est la chute du mur de Berlin qui a mis fin au monde bipolaire, eh bien c'est, je dirais, un lieu-dit, c'est une idée reçue, mais ce n'est pas la réalité stratégique. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a vécu, pas vous, parce que vous êtes nés après, mais disons la plupart de mes collègues profs ici, alors pas tous certainement dire, ok, mais bon, la plupart en tous les cas, on a vécu très longtemps dans ce monde bipolaire. Et le monde bipolaire qui est né au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au début de la guerre froide,
il a structuré les relations internationales pendant 4 à 5 décennies. Et pendant 4 à 5 décennies, de la fin des années 40 à la fin des années 80, eh bien, tout, ou à peu près tous les événements du monde étaient structurés par ce monde bipolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le monde bipolaire, donc deux pôles de puissance, les États-Unis d'un côté, l'Union soviétique de l'autre, avec des alliances, l'OTAN pour les États-Unis, mais pas seulement, il y avait aussi l'ANZUS dans le Pacifique, des traités bilatéraux avec l'Espagne franquiste, le Japon, la Corée du Sud, le CENTO en Asie centrale, enfin, dans le confin de l'Asie. Et tous ces traités signifiaient des alliances dirigées par les États-Unis. De son côté, l'URSS avait le pacte de Varsovie et également des liens bilatéraux avec Cuba, avec le Vietnam, un peu plus tard avec l'Angola, le Mozambique. Bref, tous les événements, quand il y avait un conflit, il y avait nécessairement un protagoniste de ce conflit qui était lié à l'Union soviétique et un protagoniste de ce conflit qui était lié aux États-Unis. Il n'y avait pas tellement d'espace. La France de Gaulle, qui était sortie des organes militaires de l'OTAN, des organes militaires intégrés de l'OTAN en 1966, avait de l'espace. Et, pour reprendre la formule qui a été forgée par la suite par Hubert Védrine, la France était alliée sur les États-Unis, mais pas alignée sur les États-Unis. Or, la plupart des pays qui étaient alliés les États-Unis étaient alignés sur les États-Unis. Il n'y avait pas de marge de manœuvre par rapport à lui. Et puis, bien sûr, à l'Est, les pays qui étaient liés à l'Union soviétique étaient alignés sur l'URSS. Il n'y avait pas de poids dissident. La Roumanie un petit peu, mais pas tant que ça. Il y avait bien sûr un bloc de pays dits non alignés qui avait été créé au milieu des années 50 par l'Indonésie dans un premier temps, la conférence de Bandung, puis à l'initiative de l'Algérie indépendante, de la Yougoslavie qui était un petit peu à part. Mais la plupart de ces pays non alignés étaient en fait alignés. Le Maroc était non aligné, mais très proche des États-Unis. L'Algérie était non alignée, mais très proche de l'URSS, comme l'Inde, comme Cuba. Donc le non-alignement n'était pas suffisant pour troubler ce clivage Est-Ouest. Le clivage Est-Ouest disparaît, le monde bipolaire disparaît donc à la fin des années 80, et on se demande par quel ordre il va être remplacé, parce qu'il faut bien qu'il y ait un ordre. Sinon, c'est le désordre. Mais on peut dire aussi que on a beaucoup parlé du nouvel ordre mondial à la fin des années 80, au début des années 90. On peut dire aussi que c'était en fait un désordre mondial. Non pas comme je l'entends souvent parfois dans les médias, que c'était mieux avant. Souvent on entend le fait de dire qu'au moins du temps de la guerre froide, les choses étaient tenues et que les superpuissances imposaient leur ordre, qui était peut-être injuste, mais qui au moins permettait de maintenir un certain état de pacification. C'est faux, il y a eu plein de guerres pendant la période du monde bipolaire, une quarantaine, 150 plutôt, qui ont fait 40 millions de morts, donc c'est pas rien, avec des massacres importants, notamment en Indonésie, 600 000 morts en 65, c'était pas rien, plus les différentes interventions. Donc dire que c'était mieux avant, non, c'est faux. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le monde est plus informé. Donc quand il y a des conflits, on en est plus conscient. Ils ne sont plus ignorés. Ils ne sont plus à des kilomètres invisibles. Et puis aussi, et ça c'est plutôt positif, il y a une plus grande sensibilité des opinions par rapport à la conflictualité. Ce qui, auparavant, était admis avec un certain fatalisme, on n'y peut rien, c'est la guerre, etc., aujourd'hui donne lieu à des protestations. Et par exemple, les bombardements de populations civiles, qui étaient le b.a.-ba du conflit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi après, aujourd'hui, continuent d'exister. Mais lorsqu'ils existent, ils suscitent des protestations qu'ils ne suscitaient pas auparavant. Donc, c'est cette perception du monde qui a changé, plus que le monde lui-même. Et c'est plutôt une bonne chose. Parce que ce qui change aussi aujourd'hui dans ce nouvel ordre mondial, c'est, dans cet ordre globalisé, c'est la diffusion de l'information. Quand moi j'étais au lycée, c'était très compliqué d'avoir accès à l'information. On pouvait s'abonner à un journal, c'était assez cher, et puis on ne trouvait pas si facilement. Il n'y avait pas tellement de sources. Aujourd'hui, vous avez de multiples sources. Vous avez juste à appuyer sur un bouton et vous avez vraiment un champ énorme de possibilités. Puisqu'on va célébrer bientôt le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, dans un excellent livre qui date un peu, qui est de 2011, mon ami Andrei Grachev, qui était le porte-parole de Gorbatchev, décrit que lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir, donc en mars 85, les membres du Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique, donc les plus puissants du monde avec le gouvernement américain, donc les membres du Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique
sont informés de ce qui se passe à l'extérieur de l'URSS par des dépêches triées par une demi-douzaine de fonctionnaires du ministère soviétique des Affaires étrangères. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, bon, bien sûr, le Parti communiste n'est plus au pouvoir, il n'y a plus d'Union soviétique, mais même en Chine, le PC est au pouvoir, n'importe quel responsable chinois a accès à une multitude de canaux d'information. Et même s'il y a de la censure en Chine, un citoyen chinois a accès à de multitudes de canaux d'information, alors que du temps de Mao Tse-tung, les seules sources étaient le quotidien du peuple et éventuellement le petit livre rouge. Donc aujourd'hui, dans tous les pays, même dans les pays qui ne sont pas les démocraties, peut-être à l'exception de la Corée du Nord, et encore il y a des débats parce que les Sud-Coréens essaient de pervertir les Nord-Coréens en leur envoyant des DVD de soap opéra pour leur montrer quelle est la vie de l'autre côté de la zone démilitarisée. Mais en tous les cas, à part en Corée du Nord, eh bien, il y a partout un accès à l'information qui varie, qui n'est pas le même, bien sûr, en Chine qu'en Suisse, qui n'est pas le même. Il y a à la fois des restrictions politiques, il peut y aussi avoir des restrictions économiques. Parfois, elles se conjuguent d'ailleurs, mais elles ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tous les cas, aujourd'hui, dans tous les pays, il y a un accès à l'information qui n'existait pas. Et ça, c'est un effet de la globalisation. C'est un effet de la multiplication des canaux. Ce qui fait que pour vous, et du coup pour nous les profs, la difficulté, c'est quoi? C'est de la sélectionner. C'est de la mettre en perspective. C'est de la mettre dans sa globalité. Parce que vous êtes tous les matins bombardés d'informations, mais comment la comprendre? Comment la resituer dans son contexte? On vous dit, par exemple, l'Iran a bombardé les infrastructures pétrolières saoudiennes. Bon, est-ce que c'est l'Iran? Pourquoi? Comment? Avec l'aide de qui? Quelles sont les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis? Pourquoi les Saoudiens et les Iraniens ne s'entendent pas alors qu'ils sont tous musulmans? Est-ce que ça se limite leur opposition aux critères chiites-sunnites? Non, parce que l'Iran a de bonnes relations avec le Qatar, qui est aussi, lui, sunnite, et aide le Hamas, qui est aussi sunnite. Le Hezbollah chiite, et le Hamas est sunnite. Donc vous voyez que il faut un peu d'information, de mise en contexte pour, et quel est le pacte du Quincy qui lie à ce point les États-Unis et l'Arabie Saoudite? Il faut comprendre tout ça. Il faut connaître tout ça si on veut comprendre pourquoi les Iraniens ont bombardé les infrastructures pétrolières saoudiennes. Et ça, on ne vous dit pas. On ne vous dit pas parce qu'on vous parle d'informations, et c'est à vous de faire l'effort, avec l'aide de vos profs, mais aussi de vous-même, par vos lectures, par votre curiosité, de faire l'effort de remettre ça dans un contexte plus large. Parce qu'une fois encore, le défi aujourd'hui, c'est pas l'accès à l'actualité, c'est pas l'accès à l'information, c'est la compréhension de l'information. Il ne suffit pas d'apprendre, il faut aussi comprendre. Sauf que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas appris. Si vous n'avez pas une base de connaissances minimale, par exemple, les liens Arabie Saoudite et États-Unis, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans le Golfe aujourd'hui. Mais si vous vous contentez d'apprendre des choses sans réfléchir, parce que vous apprenez, et ensuite que vous avez une connaissance qui sert uniquement pour faire des quiz ou des jeux le samedi soir, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Il faut relayer tout ça, le globaliser et le remettre dans une perspective. Et ça, c'est votre difficulté parce que vous êtes dans la réactivité, vous êtes dans l'information immédiate, et votre effort que vous devez faire avec l'aide de vos profs, mais aussi sur vous-même, c'est de prendre du temps pour réfléchir, de prendre du temps pour relier les différents éléments les uns aux autres. Alors, quel est l'ordre international aujourd'hui? Est-ce que le monde est multipolaire, avec plusieurs pôles de puissance? Est-ce qu'il est unipolaire, avec un seul pôle ou un pôle majeur de puissance, qui serait les États-Unis? C'est un peu le débat. La première chose, on le verra par la suite, j'espère avoir le temps et de ne pas l'oublier, c'est que si les États aujourd'hui sont toujours les acteurs majeurs et principaux de la globalisation et de la vie internationale, ils n'en ont plus le monopole. Un des auteurs les plus fameux, qui est aussi connu par ses duels intellectuels et politiques avec Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Jean-Paul Sartre étant plutôt à gauche, Raymond Aron plutôt à droite, Raymond Aron plutôt réaliste, Jean-Paul Sartre ayant quelques emportements, d'où la formule « il vaut mieux avoir tort avec Jean-Paul Sartre que avoir raison avec Raymond Aron », mais contrairement à ce que disent certains, Raymond Aron n'a pas eu toujours raison, entre les Sartre encore moins. Toujours est-il que Raymond Aron, dans un livre phare publié en 1962, « Paix et guerre entre les nations », qui est un peu la Bible de tous ceux qui voulaient travailler au siècle dernier sur les questions internationales, dit que les relations internationales sont avant tout des relations interétatiques.
qui sont symbolisés par deux personnages, le soldat et le diplomate. Le soldat pour faire la guerre, le diplomate pour faire la paix, d'où le titre « Paix et guerre entre les nations », puisque pour Raymond Aron, en fait, la vie internationale est une suite de guerres interrompue par des trêves provisoires. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que la vie internationale est uniquement le fait d'État. Mais ce n'était pas aussi vrai non plus du temps de Raymond Aron. Est-ce que, par exemple, El-Baghdadi, c'est pas un État, Daesh, c'est pas un État, il y a quand même un impact sur la vie internationale. La FIFA n'est pas un État, elle a un impact sur la vie internationale. Les GAFA ne sont pas des États, mais un d'entre eux commence à battre monnaie, et la plupart d'entre eux ont des nombres de followers bien plus importants en termes de population que la plupart des États. Et je pense que le nombre de personnes inscrites sur Facebook ou sur Twitter est supérieur à la population chinoise. Avec donc un accès, et un accès personne leur a demandé, ils l'ont fait de façon tout à fait souveraine. Et l'accès aux données qu'ont les GAFA, et le chiffre d'affaires des GAFA, et la capitalisation boursière des GAFA est plus important que le PIB de nombreux États. Donc ça compte, ça. Greenpeace ou Amnesty International, on compte sur la vie internationale. Il y a même des personnes individuelles qui comptent. Greta Thunberg qui énerve à ce point-là les vieilles barbes, ou d'un autre côté, plus acceptable pour certains, Steve Jobs ou les patrons des GAFA, ou Mouski, etc. Donc il y a des personnes individuelles. Le pape François, il n'est pas à la tête d'un État, enfin si, à la tête d'un État très particulier, le Vatican, où la natalité est plutôt faible, mais qui est quand même un État observateur à l'ONU. Mais le poids de François n'est pas lié à son État, il est lié à sa voie morale. Le Dalai Lama n'est pas à la tête d'un État, il est privé de cela, mais son soft power, son pouvoir d'influence est vraiment très important. Et donc, Exxon ou Total ont également de l'importance. Donc je pourrais multiplier les exemples. Les acteurs non étatiques, ceux qui ne sont pas États, sont également des acteurs de la vie internationale et rétroagissent aussi sur la vie internationale. Mais néanmoins, malgré cela, donc oui, les États n'ont plus le monopole de la vie internationale, mais ils restent des acteurs centraux de la vie internationale. Parce que qui peut embêter Google, c'est la Commission européenne, au nom des États européens, ou l'État américain, qui commence à s'interroger de savoir s'ils n'ont pas demandé la perte de son monopole. Greenpeace a une action, mais en même temps, à qui demande-t-il d'agir? Aux États. Et Greta Thunberg, à qui s'adresse-t-elle? Au chef d'État et de gouvernement, même en les apostrophant, parce qu'en fait, c'est pas elle. Elle peut lancer les alertes, elle peut avoir un rôle d'advocacy, elle peut avoir un rôle de mobilisation. Mais au final, s'il doit y avoir des restrictions à l'émission du CO2, eh bien, ce sont les États qui vont signer un traité. Et en décembre 2015, c'est bien 195 États qui ont signé un accord limitant les émissions de gaz à effet de serre, parce que les autres peuvent respecter les normes, mais ce sont les États qui les établissent. Donc il y a, une fois encore, les États n'ont plus le monopole de la vie internationale, mais ils restent toujours les acteurs centraux, parce que ce sont eux auxquels tous les autres acteurs non étatiques s'adressent pour obtenir quelque chose, même si les autres peuvent avoir un rôle important. Donc, quand on s'interroge sur ce monde, il est unipolaire ou multipolaire, en fait, il est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas unipolaire. Et d'ailleurs, même Donald Trump s'en rend compte. Parce que quand Donald Trump a pour slogan « Make America Great Again », si le monde était unipolaire, il ne serait pas nécessaire de redonner sa grandeur aux États-Unis. Et si Donald Trump se dit qu'il faut impérativement redonner sa grandeur aux États-Unis, c'est qu'ils en ont perdu une partie. Donc Donald Trump, en creux, avoue que les États-Unis ne sont plus le gendarme du monde. Et en fait, malgré qu'ils se détestent cordialement, malgré qu'une grande partie de l'action de Trump est guidée par le souci de défaire ce qu'a fait Obama, de l'Obamacare au traité sur le climat, à l'accord nucléaire iranien, etc., à la réconciliation avec Cuba, etc., etc. Eh bien, ils ont au moins un point commun. C'est de reconnaître que les États-Unis n'ont plus les moyens d'être le gendarme du monde, parce que le monde n'est pas unipolaire. Et Obama avait théorisé le fait qu'il n'était pas élu
pour faire des guerres, et Trump aussi là. Je sais que l'idée reçue, c'est de dire que Trump est un vat en guerre. Il en donne l'apparence, effectivement, parce que, bon, on ne le voit pas comme un diplomate feutré et compassé. Il aime bien taper du poing sur la table, provoquer. Ses tweets ne sont pas dans la mesure et ses propos sont très souvent, outre le fait qu'ils sont sexistes et racistes, mais ils sont souvent grossiers et l'apostrophe. Bon. Dans la campagne électorale, Hillary Clinton avait alerté le public américain sur le danger de confier l'arme nucléaire, le pouvoir nucléaire, à quelqu'un d'aussi impulsif. En fait, Trump n'est pas un vat en guerre. Et d'ailleurs, il n'a pas lancé de guerre. Les Iraniens ont abattu un drone américain, il a dit non, j'y vais pas. Et là, les Iraniens, et on sait que c'est eux, enfin, avec l'aide de complices, bombardent les infrastructures pétrolières saoudiennes. Mike Pompeo, son ministre des Affaires étrangères, dit ce sont les Iraniens, ils se disent ce sont les Iraniens, et que dit Trump, dit je vais étudier la question. Parce qu'il ne veut pas de guerre. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les guerres du passé, les guerres dans lesquelles ses prédécesseurs, démocrates et républicains, réunis, tous ceux qui ont été pour ce qu'on appelle l'hégémonie libérale, si j'ai le temps, je reviens sur cette formule d'hégémonie libérale, donc depuis la fin de la guerre froide, que tous avaient été venus ruiner les États-Unis et attenter à la puissance américaine. Que les interventions militaires extérieures américaines avaient été des catastrophes, bien sûr pour les pays où elles se sont déroulées, mais également pour les États-Unis. Bien sûr, l'Afghanistan a été détruit par l'intervention militaire américaine, mais en même temps l'Irak aussi, mais les États-Unis ont dépensé plus de 3 000 milliards de dollars dans ces deux guerres, ont eu un nombre de morts important, un nombre de blessés, d'infirmes et de gens polytraumatisés par cela extrêmement important. Pourquoi? C'est le chaos en Irak qui a été mis sous la sphère d'influence iranienne, donc beau succès pour les États-Unis, et en Afghanistan, qui est la plus longue guerre que les États-Unis n'ont jamais menée au niveau extérieur. En termes de temporalité, ça a dépassé le Vietnam. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les talibans contrôlent 50% de l'Afghanistan, et que si le souhait des Américains, c'est de partir de façon non humiliante, d'éviter la répétition de l'ambassade au Vietnam où un hélicoptère vient prendre le drapeau américain alors que les Nord-Vietnamiens viennent conquérir la capitale du Sud-Vietnam. Donc c'est ça qu'ils veulent éviter. Donc Trump a compris cela. Il a compris cela et sa brutalité s'exerce de façon différente. Lui, il veut faire plier les autres pays par la voie économique. Et donc il va décréter des sanctions très sévères sur l'Iran, sur Cuba, sur le Venezuela, parce que sa stratégie, c'est de dire les États-Unis sont la première puissance mondiale, nous avons un pouvoir économique très important, nous avons le dollar qui est la monnaie internationale, et donc si les pays ne nous obéissent pas, on va prendre des sanctions, et non seulement on va prendre des sanctions contre l'Iran, mais on va prendre des sanctions contre les pays qui voudront continuer à commercer avec l'Iran. Et effectivement, ça marche. Parce que Macron peut dire qu'il n'est pas d'accord avec Trump sur l'Iran, mais Total s'est retiré d'Iran. Peugeot s'est retiré d'Iran. Air France s'est retiré d'Iran. Parce que pour ces trois compagnies, même si la France en tant qu'État, et on voit là d'ailleurs que les multinationales, que ce qu'on appelle les champions nationaux, bah, en fait ils suivent leur politique et pas la politique de l'État français. Pourquoi? Parce que pour ces trois compagnies que je prends et j'en peux en prendre d'autres, l'accès au marché américain est bien plus important que l'accès au marché iranien. Et que donc ils sont prêts à sacrifier des parts de marché et même l'ensemble du marché iranien pour préserver leur part de marché aux États-Unis. Et donc Trump veut changer le monde par ce type de chantage. En même temps, c'est pas que Trump, puisque les États-Unis ont ce qu'on appelle une législation extraterritoriale, c'est-à-dire que la loi américaine peut s'appliquer en dehors des États-Unis, à condition de prendre un mail qui passe par un serveur américain, de faire un ordre de banque qui passe par le programme SWIFT qui va aux États-Unis, ou d'utiliser le dollar comme monnaie. La BNP, par exemple, a été condamnée à 9 milliards d'amendes pour avoir exercé des opérations commerciales au Soudan, pays qui était interdit par les États-Unis. C'était pas sous Trump, c'était sous Obama. Donc l'unilatéralisme américain, le fait de vouloir imposer la volonté américaine aux autres, c'est pas Trump. Et en fait, on a un problème avec Trump, c'est qu'il trompe bien son nom. Il est loin d'être balourd. Il est brutal, il est grossier, mais il n'est pas idiot. On ne devient pas président des États-Unis quand on est idiot. Il joue sur les peurs, il joue sur l'électorat, mais il a très bien compris les craintes, les perceptions de la société américaine, bien plus qu'Hillary Clinton. C'est pour ça qu'il l'a battu d'ailleurs.
Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est restaurer par la contrainte le pouvoir américain sur le monde, par la contrainte économique, par les embargos, par les sanctions, par l'application au maximum de la législation extraterritoriale, mais il n'est pas un avant-guerre. Il pense que la guerre comme moyen d'imposer la volonté américaine est une impasse, voire plus qu'une impasse, est un échec. Et effectivement, toutes les guerres que les États-Unis ont menées depuis 1990 ont été des échecs. Et en fait, le grand problème avec Trump, c'est qu'on se moque de lui, on rigole, parce qu'effectivement, il peut être risible, caricatural, mais lui, il avance. Il a son agenda, et ne pensez pas, comme le pensent certains, qu'on en sera débarrassé en 2020. Peut-être qu'il sera battu, mais il peut très bien être élu, parce qu'il a un socle solide, et les grands spécialistes des États-Unis n'ont pas vu Trump arriver. Les gens disaient, lorsque Trump s'est présenté aux primaires républicaines, les spécialistes des États-Unis, pour la plupart, il y a 2-3 exceptions, disaient oh, au bout de 2 États dans les primaires, il va dégager parce qu'il est trop excessif. Il remporte les primaires républicaines. Et là, tout le monde se dit c'est génial pour Hillary Clinton. C'est même pas la peine d'aller voter. Hillary Clinton a gagné les élections parce que face à Trump, on mettrait un âne, c'est plutôt un âne pour le démocrate, et bien est sûr d'être élu. Et c'est Trump qui a gagné. Pourquoi cette erreur? Parce qu'en fait, ces spécialistes vivent dans leur monde. Et que Trump, il représente la base. Et que si effectivement vous vous contentez d'aller à Washington ou à New York, eh bien, les gens que vous avez autour de vous sont des gens éduqués, qui sont gay-friendly, qui sont pour la parité, etc. Donc ils restent Trump. Sauf que c'est qu'une partie des États-Unis. Et le problème, c'est d'être prisonnier de votre entourage. Enrico Letta, qui dirige PSIA, l'école des relations internationales de Sciences Po, avait fait un vote juste avant l'élection de Trump, et il n'y avait qu'une personne qui avait voté Trump. Tous les autres avaient voté soit Sanders, soit Hillary Clinton. Mais voilà, parce que les gens, les Américains qui viennent à Sciences Po, ne sont pas représentatifs de la ceinture de rouille ou du Midwest. Et donc il y a toujours ce danger de ne pas comprendre ce que disent les autres et de ne pas se contenter d'écouter les élites et de ne pas un peu se noyer dans la masse. Toujours est-il que, je vais le dire un peu dans mon propos, pour revenir aux États-Unis, le monde n'est pas unipolaire. Pourquoi? Je vous dis quelques exemples qui montrent que le monde n'est pas unipolaire, outre la phrase de Trump qui veut redonner sa grandeur aux États-Unis, admettant donc implicitement qu'ils en ont perdu une partie. Si le monde était unipolaire, eh bien l'Iran n'aurait jamais été bombardé les infrastructures pétrolières saoudiennes parce qu'ils seraient pas pris le risque de se faire rappeler à l'ordre par les États-Unis. Et ils accepteraient immédiatement toutes les conditions posées par les États-Unis, parce que dans un monde bipolaire, quand la puissance numéro 1 dit à notre pays, tu arrêtes ton programme nucléaire, tu arrêtes ton programme balistique, et tu arrêtes d'aider le Hezbollah et tu te retires de Syrie, dans un monde bipolaire, il n'y a pas d'autre choix que de le faire. Or, qu'est-ce que l'on voit? C'est que l'Iran continue à faire ça, et même résiste complètement. Si le monde était bipolaire, Kim Jong-un aurait renoncé à l'arme nucléaire. C'est une demande américaine, une demande essentielle, une demande à laquelle Trump est viscéralement attaché. Que fait Kim Jong-un? Il garde son arme nucléaire parce qu'il a raison. Il se dit que si Kadhafi ou si Saddam Hussein avait eu l'arme nucléaire, il serait encore en vie et au pouvoir, et qu'il ne veut pas subir le même sort que Kadhafi et Kim Jong-un et Saddam Hussein. Et donc, il a embauché un grand sommet avec Trump, mais il ne désarmera pas, il ne va pas se priver de l'arme nucléaire, qui est son assurance vie. Et Trump s'était moqué de ce jeune garçon qu'il a appelé à Noël dernier, en disant comment, à 7 ans, tu crois encore au Père Noël, ce qui était aussi un peu choquant, mais lui qui en a 74 croit encore au Père Noël s'il pense que Kim Jong-un va renoncer à l'arme nucléaire. Il n'y renoncera pas. Et dans un monde unipolaire, Kim Jong-un n'aurait pas eu d'autre choix. Dans un monde unipolaire, eh bien, Macron cesserait d'essayer d'aider, de trouver une sortie de crise à l'Iran, parce que Trump lui a dit c'est mon business, dégage et tu n'as pas le droit de t'occuper de ça. Et les Russes se seraient retirés de Crimée parce qu'ils n'auraient pas les moyens de résister à la pression américaine en leur demandant de restituer la terre de Crimée à l'Ukraine. Et les Chinois eh bien, élèveraient le cours du renminbi de leur monnaie parce que les Américains trouvent que le renminbi est sous-évalué et que c'est la cause du déficit commercial américain à l'égard de la Chine. Rien de ceci n'arrive, et je pourrais multiplier les exemples. Donc le monde n'est pas unipolaire parce que le monde est globalisé.
que dans un monde globalisé, les acteurs sont tellement nombreux, non seulement les États, mais également les acteurs non étatiques, dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, qu'il n'est pas possible qu'un seul acteur impose sa loi aux autres acteurs. L'unipolarité n'est pas possible dans un monde globalisé, parce que la puissance est trop diversifiée, elle est trop prémédiatée. En même temps, le monde n'est pas tout à fait multipolaire, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'équivalent à la puissance américaine.